Le moment est venu de souffler les bougies et puis de dynamiser un peu l'auditoire. Je vous sens quelque part entre ramolli, fatigué, assoiffé. Merci Renaud, à la tienne. Alors, plutôt que de faire un discours lassant sur mes projets, la formation des psychologues de demain, je me situe dans l'idée que les psychologues que nous formons aujourd'hui seront encore en exercice en 2050. Ils auront à peu près à la moitié de leur carrière, car l'espérance de vie s'allongeant et les réformes des retraites faisant leur effet, nous devrons à peu près en être là. Donc ça nous décentre des questionnements sur le présent et sur le passé que nous avons élaborés ensemble tout au long de cette journée. Ça nous oblige à nous projeter dans un avenir très incertain, en tout cas très ouvert, sur une autre psychologie, une autre façon de l'aborder, de la faire, de la pratiquer, et de contribuer ainsi à l'amélioration, si possible, du moins de la civilisation et à défaut de l'humanité qui est en nous. Voilà le discours un peu lassant que j'aurais pu faire en vous disant comment ça peut se décliner en termes de formation. Je vais dire en termes d'amplification de la formation de psychologue, pour ne pas dire allongement, parce que c'est un sujet complexe et sensible. En termes d'ordre ou de désordre des psychologues, conseil de l'ordre, conseil du désordre. En termes d'international, vous l'avez beaucoup souligné, c'est l'interculturel, le changement de langue aussi, qui est quelque chose qui fait faire un pas, un saut même subjectif très important. J'ai tendance à considérer que les grands chercheurs, les grands savants, en psychologie comme ailleurs, sont des gens qui ont changé de langue. Ce qui n'est pas mon cas et ce qui fait de moi un modeste savant et un chercheur à ma mesure. J'aurais pu dire des choses sur l'adossement à la recherche et la manière dont discipline et pratique se conjuguent dans notre beau métier de psychologue, comme dans très peu d'autres. Et j'aurais pu dire aussi des choses sur la façon dont j'espère contribuer au bien-être des étudiantes et des étudiants, mais aussi à celui de la belle équipe que je rejoins et que j'aurai le plaisir d'animer pendant de longues années, je le souhaite. J'aurais pu faire tout ça, et il se trouve qu'aujourd'hui, le PP a 70 ans. 71, nous a dit le recteur, il est meilleur en calcul que nous ne le sommes. Le PP a 70 ans. Sans être très lacanien, on entend bien que le PP a 70 ans. Un grand-père. Alors je vais vous parler des anniversaires, car mon thème de prédilection, c'est la psychologie des âges de la vie adulte, sur laquelle je travaille depuis quelques années, et que j'ai commencé cette recherche sur les âges de la vie adulte par une thèse menée à Sherbrooke, cher Marcel Courtemanche, au Québec, sur la manière dont les adultes vivent et fêtent leurs anniversaires. J'ai donc travaillé la question de l'anniversaire et nous avons choisi ensemble de vous parler de l'anniversaire, du rituel d'anniversaire et de la symbolique des 70 ans. Et puis je finirai par un passage de relais autour d'un livre qui vient de paraître, auquel Jacques et moi avons contribué, un livre sur l'avenir. Alors ça tombe bien parce que l'anniversaire, c'est là où verse l'année, là où l'année verse. C'est un mi-chemin, une crête entre deux versants, anniversaire. Il y a l'avant et il y a l'après, il y a le passé et il y a l'avenir. Et nous avons tous les deux fait un chapitre dans un livre commun sur l'avenir. Alors, le rituel d'anniversaire, toute une histoire bien longue que je ne vais pas raconter dans le détail. Le rituel d'anniversaire nous parle de mémoire, d'âge et d'identité. De mémoire, et nous sommes entrés dans une ère très favorable, voire même très avide de commémoration. Commémoration, ce sont les opérations de mémoire. Souvenez-en, il y a eu un petit débat sur faut-il commémorer Napoléon ou est-ce que le célébrer, c'est le commémorer, enfin voilà. La commémoration, c'est
fait l'objet en Occident d'une véritable fièvre. Ça a été analysé par un collègue australien, William Johnston, qui considère que cette fièvre de la commémoration est caractéristique dans les sociétés occidentales d'une forme de déclin, la fin des Trente Glorieuses, etc., et de nouveau millénarisme, c'était la peur de l'avenir inconnu que serait l'an 2000. On a vu ce que ça a été, les Twin Towers et maintenant l'Ukraine, sans oublier l'éco-anxiété et la crise sanitaire dont nous venons à peine de sortir. De quoi vous remonter le moral, n'est-ce pas ? La commémoration, c'est donc un repli de mémoire devant un avenir qui nous menace, qui nous inquiète, qui nous apparaît comme saturé de risques. C'est bien le sens de toutes les pratiques et démarches de prévention qui consistent à éviter que quelque chose n'arrive, là où au contraire la démarche de projet consiste à faire advenir quelque chose de désirable. La prévention, c'est la forme défensive du projet. Alors nous commémorons le passé peut-être parce que l'avenir nous apparaît plus inquiétant qu'il ne le fut auparavant, et puis aussi parce que nous savons mal discerner entre l'histoire et la mémoire. Alors, nous sommes dans des sociétés obsédées de mémoire. Je donne quelques exemples. Le devoir de mémoire, que vous avez tous à l'esprit. L'itinérance mémorielle que fit le président Macron au 11 novembre 2018, lieu de mémoire. L'archivage, qui ici n'a jamais eu peur de perdre son disque dur, sa clé USB en finissant un mémoire, une thèse, une HDR, un livre, etc. La muséologie, la muséographie. Bref, nous sommes devant cette obsession de conserver le passé, de nous réfugier dans la mémoire, dans la nostalgie. Et les anniversaires participent de cette fièvre commémorative. Je tiens à votre disposition les autres exemples que j'ai en réserve pour le moment où nous trinquerons ensemble. Rassurez-vous, dans quelques instants. Cette commémoration, c'est la peur de l'avenir, ce que Taguieff en 2000 a appelé l'effacement de l'avenir, mais c'est aussi un refuge face au présent saturé dans lequel nous nous trouvons. Tout est urgent, tout doit aller vite, tout s'empile, tout s'accélère. C'est le travail d'Hartmut Rosa sur la société d'accélération. Alors, j'y vois une sorte de refuge dans un passé que nous idéalisons, qui explique cette fièvre anniversaire dans laquelle nous nous trouvons. Le rituel anniversaire parle aussi d'identité, et pas seulement de mémoire, et c'était important que l'EPP de 70 ans fête son anniversaire et mette au travail, ce faisant, son identité. Ça a été le cas tout au long de la journée. On nous a parlé des avenirs de la profession, des avenirs de la formation, du vécu des études par les étudiants et les anciens étudiants. On nous a parlé des progrès ou des évolutions de la recherche en psychologie. On nous a parlé des perspectives en clinique et en ressources humaines. Bref, on nous a parlé de ce qui fait l'identité de Psychoprate. Madame Baudron, on peut aussi dire Psychoprate, bien évidemment. Alors, cette histoire de l'anniversaire nous renvoie à qu'est-ce qui fait une identité entre l'origine et le terme. Et là, il y a un impensé dans les commémorations collectives, c'est que si nous pensons l'origine, nous ne voulons jamais fêter le terme. Mais à vrai dire, dans l'anniversaire individuel, alors je glisse de commémoration à anniversaire, parce qu'en français, le mot anniversaire est ambigu. Il veut dire l'anniversaire de naissance, il veut dire aussi l'anniversaire d'un deuil, il veut aussi dire l'anniversaire du mariage, il veut aussi dire la commémoration. Les Anglais, enfin les langues anglo-saxonnes, en allemand c'est pareil, ont deux mots bien différents, anniversary et birthday, pour distinguer les deux. En tout cas, quand on fête l'anniversaire de naissance ou la commémoration de la fondation de quelque chose, on fête le parcours effectué depuis l'origine et on essaie de conjurer le terme. C'est bien pour ça qu'on fait la fête quand on souffle les bougies. Il y a quelque chose de conjuratoire dans tout rituel d'anniversaire. S'il y a des anthropologues dans la salle, ils pourront me le confirmer. Et puisque nous parlons d'identité, puisque nous sommes reliés à l'Institut catholique de Paris, je voulais vous rappeler un aspect méconnu de l'histoire passionnante des anniversaires. Alors je passerai sur les aspects plus psychologiques, le syndrome d'anniversaire, cher aux psycho-généalogistes, le birthday blues, le birthday stress, l'effect anniversary, etc. Il y a beaucoup d'études en psychologie expérimentale, etc., sur les effets psychologiques de l'anniversaire, mais je m'en tiendrai à l'histoire
pour ne pas être trop long. L'histoire de l'anniversaire a à voir avec l'histoire de la religion de façon très claire. Vous vous souvenez de Hérode, Salomé qui danse, et Salomé demande en échange de la danse d'apporter la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Si vous ne vous souvenez pas, je vous expliquerai aussi tout à l'heure. Or, cette scène biblique a lieu pour l'anniversaire des 40 ans d'Hérode. Autrement dit, nous avons là la raison pour laquelle les premiers chrétiens vont être hostiles aux anniversaires, c'est que les Romains en profitaient pour sacrifier des martyrs chrétiens le jour de leurs anniversaires. Et donc, la fête anniversaire est au départ une fête d'abord égyptienne, pas tellement grecque, très latine, et l'occasion de sacrifices humains, y compris donc des premiers chrétiens. D'où Origène d'Alexandrie qui dit l'anniversaire c'est un culte païen, puis il ajoute c'est un péché d'orgueil. Se regarder comme ça dans le miroir et parler que de soi, et se fêter soi-même, c'est trop narcissique. Il n'emploie pas le mot narcissique, Origène d'Alexandrie, je traduis les termes bibliques en termes psychologiques pour les psychologues qui seraient parmi nous. Et puis saint Augustin, à l'an 400, dit l'anniversaire est une fête païenne, une fête impie. On n'a jamais vu un saint fêter le jour de la ville matrice qui le mit au monde, c'est-à-dire la naissance, c'est la ville matrice, et la naissance de la vie terrestre n'a que peu d'importance. Ce qui compte, c'est la véritable naissance, la naissance à la vie éternelle, donc la mort. À partir de là, les catholiques vont fêter le jour de la mort des saints dont on porte le prénom, et c'est à partir de là que les catholiques fêtent les saints patronymiques et prohibe les anniversaires, sauf les anniversaires du Christ, Noël la naissance, Pâques la mort et les autres entre-temps. De même, en islam, on fête les anniversaires du prophète. La question est très différente pour le judaïsme, où l'anniversaire a une toute autre histoire sur laquelle je ne m'étendrai pas non plus. En tout cas, jusqu'à la réforme protestante, l'anniversaire est pourchassé par les catholiques et on fête les saints. Jusqu'à une époque récente, par exemple 1951, la date de la fondation de l'école de Psychoprate, où l'on interdisait encore dans les collèges, établissements catholiques, aux enfants, aux élèves, aux collégiens, de fêter leurs anniversaires. Ils étaient punis s'ils recevaient des cadeaux ce jour-là. Ce qui était à fêter, c'était la fête du saint, parce que ce que je vous ai expliqué. Luther, Calvin, surtout Luther, réhabilite au contraire l'anniversaire contre la litanie des saints. Vous savez, l'hostilité de l'intercession des saints qui caractérise le protestantisme. Et donc, s'ensuit 500 ans de conflits, de tensions, de controverses, dirons-nous, entre la fête des saints pour les catholiques et l'anniversaire pour les protestants, qui va se diffuser du XVIe siècle jusqu'au XIXe, XXe, d'abord dans les classes les plus chanceuses de la société, pour fêter l'anniversaire des adultes, puis après qui va s'étendre aux anniversaires des enfants, jusqu'à devenir une mode et un vrai culte contemporain. On fête les anniversaires plusieurs fois pour les enfants, il y a toute une industrie de l'anniversaire, etc., sur fond, vous le savez bien, de société de consommation. Pour les catholiques, ce qui reste, c'est l'anniversaire d'un sacrement, l'anniversaire du mariage. Et là, ou de l'ordination, ou l'anniversaire de la nomination d'un pape. Et là, nous arrivons directement à mon deuxième thème, la symbolique des 70 ans, parce que les catholiques vont réfuter les anniversaires de naissance des individus, mais par contre vouloir marquer le temps écoulé depuis un événement fondateur comme le mariage. Et là, on invente les noces d'or 50 ans, d'argent 25 ans, etc. Et on reprend le culte du livre des jubilés qui est dans la Bible juive, qui dit que le temps se découpe en périodes, en cycles de 7 années. Ce qu'on retrouve dans pas mal de modèles de la psychologie développementale nord-américaine de la deuxième moitié du XXe siècle. Par exemple, Daniel Levinson, qui découpe la vie adulte en cycles de plus ou moins 5-7 ans. Et le livre de Jubilé nous dit ce qui compte, c'est des cycles de 7 ans en 7 ans. Et quand on a vécu 7 fois 7 ans, on a fait le métacycle. À 49 ans, la vie est complète. Et donc, quand on entre dans la 50e année, on a de quoi se réjouir, on a de quoi jubiler, c'est du temps en plus.
Autrement dit, vous voyez, là où 50 ans pour nous, c'est le milieu de la vie adulte, entre 20 et 80, moins 30 ans, plus 30 ans. Dans le livre des jubilés, 50 ans, c'est déjà du rab d'existence, du rab de vie, du temps sur Terre, dont Dieu nous gratifie. C'est un cadeau. Et on doit se réjouir d'avoir déjà passé 50 ans sur Terre. C'est déjà bien beau, n'en demandez pas beaucoup plus. C'est vous dire aussi la relativité du rapport au temps selon les évolutions des espérances de vie. Au passage, d'ailleurs, l'allongement des études, dont on a un peu parlé cet après-midi, va avec l'allongement des espérances de vie, évidemment, et il ne faut pas raisonner de la même manière quand on a une espérance de vie qui est environ de 100 ans pour toutes les filles qui sont nées après l'an 2000, et quand on a une espérance de vie de 70 ans, comme à l'époque où je suis né. Alors bien sûr, plus on a vécu, plus on dépasse l'espérance de vie qu'on avait à la naissance. Mais bref, le temps de la formation, du travail et de la retraite se déplace forcément sur une vie plus longue. Alors voilà, le jubilé, le rythme de 7 ans. Montaigne dit ça quelque part dans un passage que j'aime beaucoup dans ses essais. Il dit « Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non le passage d'âge en âge, ou, comme dit le peuple, de 7 ans en 7 ans, mais le passage de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute. Cette idée du temps qui s'écoule, de la fluidité, comme le sable qui s'écoule du sablier. Alors, derrière tout cela, on voit apparaître le chiffre 7 comme l'un des rythme majeur, le rythme qu'on appelle septuagésime, de décompte des âges de la vie. 7 ans, âge de raison. 21 ans, âge de la majorité jusqu'en 1974. 77 ans, âge limite pour lire le journal de Tintin, etc. On pourrait multiplier les exemples des multiples de 7. Or, 70 ans, c'est un multiple de 7, mais c'est aussi un multiple de 10. Et le rythme décimal s'impose avec la Révolution française pour mesurer le temps, puis petit à petit pour mesurer les âges de la vie. Et nous mesurons plutôt nos caps de vie en échéance décennale. Et chacun aura fait l'expérience que c'est pas pareil de fêter ses 29 ans que ses 30. Quand on change de dizaine, on n'a pas le même vécu, la même impression subjective, parce que nous nous sommes habitués à mesurer les âges en rythme de 10 ans et non plus en rythme de 7 ans. 28 ans paraît anodin, pas 30. Dans le Moyen-Âge, ça aurait été l'inverse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces 70 ans, sur ce rituel anniversaire. Et avant de passer la parole à Jacques, à qui j'ai le plaisir de succéder, mais j'aurais du plaisir à ce qu'il reste encore m'accompagner, m'épauler, etc. Je voulais vous rappeler que ces rituels d'anniversaire, qui sont très à la mode, me semblent tenir lieu plus ou moins de rites de passage dans nos sociétés qui en sont dépourvus ou qui sont à la recherche de rites de passage qui s'émoussent, qui perdent de leur valeur, de leur force et de leur signification. Tout à l'heure, un mot important a été prononcé, je crois que c'est par vous, le mot initiation. Au fond, faire des études, c'est un rite initiatique. Et fêter les 70 ans de Psychoprate, c'est fêter les 70 ans d'un espace d'initiation, de transmission, mais aussi de transformation de l'héritage en fonction de ce que l'avenir nous offrira, mais aussi de ce que nous saurons en faire. J'en viens donc à l'avenir, et pour passer la parole à Jacques, donc je vous rappelle ce livre qui vient de paraître, dirigé par des collègues de l'Institut catholique de Paris. Jacques Arène a publié un magnifique chapitre, le mien n'est pas terrible, mais le sien est très bien, sur la portance du temps. Alors si tu le souhaites, tu nous en diras un mot. Je trouve que c'est très joli ce que tu développes dans cet article. Et puis moi j'ai développé quelque chose autour de crisis et kairos. Vous voyez, nous sommes dans la crise, c'est un envahissement du présent, ce que j'ai essayé de dire avec le repli sur le passé. Nous sommes dévorés par Chronos, le temps chronologique qui nous manque toujours, après lequel nous courons sans cesse. Nous avons perdu de vue Kyklos, le temps du cycle, le cycle de la vie, le cycle des saisons, le cycle des examens, des diplômes. Les établissements scolaires et universitaires sont des endroits où on fait un travail saisonnier, un travail cyclique, une cyclicité qui peut être familière
pour ceux qui la mènent, les enseignants, les équipes administratives et pédagogiques, et puis qui est à chaque fois unique pour ceux qui la vivent. Comme un anniversaire, vous savez, c'est à la fois l'année dernière la même chose, mais c'est un an de plus. Il y a du temps qu'à passer. Je suis plus tout à fait le même, et j'aimerais rester le même, ça c'est le temps cyclique. Et comment nous ressaisir du temps présent, le temps de la présence. Le beau mot grec pour le dire, c'est le mot kéros. Sortir de la crisis, sortir de la crise, c'est constituer, produire, générer du kéros, de la présence à soi-même, aux autres et au monde. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.